vous tous. Nous sommes ici au petit salon Les Feuilles d'automne de manifestations littéraires à l'initiative de l'association Les Femmes pour le dire, Les Femmes pour agir, où de nombreux écrivains handicapés et non handicapés se retrouvent chaque année autour du handicap. C'est un reportage signé André Di. Je suis Nicolas Houguet, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'Albatros, qui a été publié chez Stock, et qui est l'histoire d'un concert de Patti Smith qui m'a permis, moi, de revisiter ma vie et mes souvenirs à travers ses chansons. Alors, vous êtes, je crois, le seul auteur, écrivain ici à être en fauteuil roulant, puisque, non? Il m'a semblé, ouais. C'est ça, hein? Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, concrètement, pour être en fauteuil roulant? Je suis infirme moteur cérébral de naissance. IMC? IMC, voilà. Oui. Et j'ai toujours été comme ça et j'ai dû apprendre à vivre comme ça. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené à écrire? Ce qui m'a amené à écrire, c'est que quand j'étais petit, je dessinais beaucoup et je me racontais beaucoup d'histoires. Et donc l'écriture est venue naturellement à la suite de ça. Quel est le regard que vous portez sur notre société française en lien avec le handicap, oui? Ce qui me frappe encore à notre époque et encore d'une manière assez importante, c'est le fait de voir que quand on est handicapé, on doit livrer un combat. On doit livrer un combat pour justifier notre place, on doit livrer un combat pour justifier notre légitimité, mais exactement comme toutes les populations qui sont en minorité. Ou qui ont été opprimés pendant des siècles. C'est pour ça que c'est important de le rapprocher du combat des femmes, par exemple, parce que c'est un combat pour la visibilité et pour l'égalité. Et quelque part, quand on est handicapé, on est toujours sous tutelle. C'est les autres qui vont décider de ce qui est bon pour nous. Et on est toujours tributaire de l'avis des médecins, de l'avis des sachants, quelque part. Et nous, pour conquérir notre libre arbitre, c'est quand même... On doit montrer ses papiers, quoi. On doit montrer qu'on a le droit d'avoir voix au chapitre et de ne pas être un citoyen de seconde zone. Alors, j'ai posé la question à vos collègues d'ici. Oui. Si le handicap est vraiment un sujet politique ou c'est un sujet de débat politique pour faire avancer les choses? Bien sûr que c'est un sujet de débat politique et c'est un sujet de débat politique très large. Est-ce que ça a sa place aujourd'hui dans le débat? Je trouve qu'on ne lui donne pas la place qu'il mériterait parce que quelque part le handicap finira par toucher tout le monde. À travers la dépendance, à travers la vieillesse, à travers les enfants. Je crois que c'est un vrai gros sujet de société parce que c'est prendre en compte tous les gens qui sont en position de faiblesse. Et je crois que rendre leur fierté aux gens qui sont en position de faiblesse et les considérer dans un discours politique ou dans différentes formes d'engagement, c'est primordial. Les personnes handicapées ont des droits et ont aussi des devoirs avec leurs associations. Est-ce qu'ils font assez pour faire avancer les choses que d'attendre de l'argent? Les personnes handicapées sont pas mal organisées. Il y a beaucoup d'associations représentées. Alors, c'est toute l'ambiguïté entre associations de personnes handicapées et associations représentant les personnes handicapées. Parce que pendant trop longtemps, on a parlé à leur place, en réalité. Donc c'est toute cette ambiguïté-là qui existe encore dans le schéma associatif français et qui n'est pas encore tout à fait... cette ambiguïté qui n'est pas encore tout à fait résolue. Font-elles assez, je dirais ce qu'elles peuvent. Et je crois que l'accession au secrétariat d'État pour les personnes handicapées d'une mère d'enfants handicapés montre que, malgré toutes les critiques que je peux faire sur les politiques publiques menées actuellement, c'est indépendamment de ça, mais je trouve que l'accession de quelqu'un comme ça à un poste de responsabilité montre qui est concernée puisqu'elle a... Voilà, et qu'on prend enfin la mesure du fait qu'il faut peut-être leur demander directement comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, de nous aider à comprendre. Ni fou ni gogol, paru aux presses universitaires de Grenoble sur les enfants dont on dit qu'ils ont les troubles du comportement et qui n'ont plus leur place à l'école. Bonjour, je suis Caroline Pissigné, je suis auteure-illustratrice depuis de très très nombreuses années. Et là, je suis à ce salon Feuilles d'automne pour présenter, entre autres,
La prophétie de Dysplasia, qui parle de la maladie de ma fille, qui est la maladie... Vous, personnellement, vous êtes concerné alors? Je suis concernée, enfin ma fille est atteinte, donc c'est une maladie très invalidante qui transforme petit à petit les gens en statues. Oui. Ma fille C'est aujourd'hui... évolutif? Comment? Ça évolue. Ça évolue sans arrêt, malheureusement. Madame, en ces derniers temps, on parle beaucoup des mamans d'enfants handicapés. Hein. Il y en a qui montent même dans les grues pour sensibiliser les pouvoirs publics aux problèmes de leurs enfants. Alors, je voulais savoir, je crois que vous êtes la témoin directe puisque vous avez un enfant qui est handicapé. Alors, j'aimerais savoir quel regard vous portez sur la politique du handicap en France. Est-ce que le handicap est un sujet politique? Oui, ça devrait l'être. Enfin, du moins, il a été mis en avant. En période électorale, on nous promet tout et au bout du compte, on n'a rien. Quand je vois que notamment l'accessibilité a encore été reculée, ça m'a mis hors de moi. La scolarité de ma fille, ça a été un combat permanent depuis les années collège jusqu'à ses années de faculté, avec des problèmes pour les transports, pour l'accessibilité des écoles. Ça a été un combat permanent que j'ai pu mener parce que j'ai une profession en tant qu'auteur où j'étais à la maison, donc je pouvais ralentir mon activité professionnelle. J'avais les capacités financières et intellectuelles de défendre ma fille, mais j'ai toujours pensé aux femmes qui se retrouvaient avec un enfant handicapé, qui ne pouvaient pas faire autrement que d'aller travailler le matin jusqu'au soir. Et ces pauvres enfants se retrouvent placés dans des structures, la plupart du temps inadaptées. Mais est-ce que c'est l'idéal de les placer dans ces établissements? Mais non, justement, ma fille a été en externat faire une partie de sa scolarité. Beaucoup d'enfants sont quasiment abandonnés parce que la vie ne permet pas aux familles financièrement de consacrer du temps à leurs enfants. Et donc pour moi, les placements, c'est pas une solution. C'est des aides pour que les parents puissent s'occuper de leurs enfants, puissent aussi... Mais qu'est-ce qu'il faudrait comme aide concrètement? Concrètement, des aides, des heures d'aide soignante, d'aide ménagère, des soutiens, peut-être des soutiens psychologiques qu'on n'a pas. Pouvoir se consacrer uniquement au bien-être de son enfant et pas perdre des heures et des heures dans les démarches administratives. Monter un dossier MDPH, c'est une galère. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait défaut? Est-ce que c'est la politique? Est-ce que le handicap est un sujet politique? Est-ce que ça rentre dans le débat politique pour prendre en compte le handicap concrètement? Ça devrait être un sujet de société. Le handicap devrait faire partie intégrante de tous nos instants de vie. En fait, la personne est handicapée par un défaut d'accessibilité. D'accessibilité dans la rue, d'accessibilité aux administrations. La personne handicapée, elle est handicapée vraiment structurellement, plus que par la maladie elle-même. Alors, je suis Bertrand Quentin, maître de conférence en philosophie à l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée. J'enseigne surtout au campus Picpus dans un master d'éthique médicale et hospitalière. Donc, j'enseigne à des médecins, des personnels hospitaliers dans le médico-social, l'éthique médicale. Et donc là, je suis venu pour présenter mon nouveau livre. Alors j'ai un livre qui est sorti déjà il y a 6 ans qui s'appelle La philosophie face au handicap, qui a été salué comme particulièrement original parce que la philosophie est une discipline qui ne s'est pas beaucoup intéressée à la question du handicap. Et donc ce livre a été primé par l'Académie des sciences morales et politiques en 2013. J'y abordais notamment le concept d'empathie égocentrée. L'empathie égocentrée, c'est le fait que par rapport aux personnes handicapées, les personnes valides ont une empathie immédiate, ils essaient de se mettre à la place de la personne handicapée, mais ils le font en partant de leur propre position, donc elle est égocentrée, elle est centrée sur eux-mêmes, et du coup ils tapent à côté tout en étant c'est de une bonnes fausse empathie. Ça peut être une fausse empathie. C'est une fausse empathie, voilà. Donc ça, ce concept-là, c'est un des concepts que je développe. En plus des analyses sur l'histoire de la philosophie et sur le fait que
les philosophes de l'histoire, dans l'Antiquité par exemple, j'étudie la position de Blaise Pascal, j'étudie la position de John Locke, donc tous ces philosophes-là ont une position qui par rapport au handicap n'est pas spécialement ouverte. D'abord, le handicap est vécu comme une situation étonnante que les dieux ont provoquée. Donc lorsqu'un enfant naît par exemple avec 6 doigts et une main, c'est un enfant qui n'appartient pas à l'espèce humaine quelque part. Et du coup, la position dans l'Antiquité est extrêmement violente, parce que c'est un enfant qui va être exclu. On appelle ça le bébé est exposé, c'est l'exposition. On l'expose dans un endroit isolé et il meurt. Mais il y a l'idée que si les dieux veulent le récupérer, ils le récupéreront. Et là, on se rend compte au fur et à mesure du temps que la technique de la chirurgie, tout simplement, permet de retirer un doigt surnuméraire. Et d'un seul coup, au milieu du 3e, 4e siècle, on a des traités médicaux, chirurgicaux, qui montrent qu'on traite chirurgicalement ce genre de difficulté et que la personne qui était handicapée ne l'est plus. Donc c'est une manière de montrer que les progrès de la chirurgie modifient le regard que l'on a sur le handicap. Le handicap est un sujet politique, ou si le handicap est déjà rentré dans le débat politique en France? Parce que là, vous faites le débat philosophique. Alors, est-ce qu'on peut voir ça comme ça? Alors, il n'y a pas de clivage entre d'un côté un débat philosophique et de l'autre un débat politique. Ouais, la philosophie s'intéresse à la politique, et dans mes ouvrages, j'ai toujours des chapitres de philosophie politique. Bon, ce qui est vrai, c'est que la loi de 2005 en France était une loi intitulée « Loi en faveur des personnes handicapées ». Quelque part, moi j'ai envie de dire, il faut que ce soit la dernière loi de ce genre. Pourquoi? Parce que si on fait une loi pour les personnes handicapées, c'est une manière de dire ce sont des citoyens autres que les autres. Et on fait des lois spéciales pour eux. On fait les lois normales toute l'année, et de temps en temps on fait... Oui, on fait des lois pour les femmes, on fait des lois pour les migrants. Ce qui est très important, c'est que dans une loi de citoyenneté, il puisse y avoir des décrets d'application pour les personnes handicapées, ça oui, parce que c'est un peu simpliste de dire voilà, on va faire des lois abstraites et comme ça tout le monde est à égalité. Non, effectivement, il y a des aménagements nécessaires, comment dire, encore une fois, des décrets d'application spécifiques aux personnes handicapées, mais il ne faut pas que le principe même de la loi soit celui de citoyens d'un certain type. D'accord. Bon, alors maintenant, on reste un peu dans la politique. Moi, je voulais savoir à quel regard vous portez sur la politique de Madame Cluzel. Ah non, je vais... C'est pas ma position de... en tant que philosophe, je ne peux pas... Vous avez une vision quand même. J'ai une vision, mais quand je vous parle de la loi Elan, je parle des principes en jeu. Mais là, je ne vais pas rentrer dans un débat politique. Non, mais je voudrais savoir... Non, écoutez, vous publiez des bouquins sur le handicap, vous êtes un homme public, donc on peut vous poser une question sur... Oui, mais là, en l'occurrence, je ne vais pas vous dire ce que je pense de la politique de Mme Cluzel.